Aujourd'hui, nous plongeons dans une affaire aussi fascinante que tragique. Emma Kelty, une aventurière audacieuse, a entrepris un périple seule à travers l'une des régions les plus isolées et dangereuses du monde, l'Amazonie. Son objectif, réaliser un rêve de voyage exceptionnel. Mais ce qui aurait dû être une aventure unique s'est tragiquement transformé en un véritable cauchemar. Tout au long de son périple, elle a partagé ses expériences avec le monde entier. Mais une série d'événements sombres allait bouleverser sa vie et nous laisser des questions sans réponse. Que s'est-il réellement passé sur ce fleuve impitoyable? Et pourquoi cette histoire continue de hanter les esprits? Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du cas de Emma Kelty et j'espère que cette affaire est encore inconnue pour vous. Mais avant de commencer, comme d'habitude, si jamais le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en mettant un petit like, des commentaires, en vous abonnant juste en dessous si ce n'est toujours pas fait. Et sans plus tarder, c'est parti pour cette nouvelle affaire. Serving fire department. Name, are you still there? Name, are you still there? Nous voici en 2014. Alors qu'elle avait 43 ans, Emma a traversé l'épreuve bouleversante de la perte de son père. Déterminée à ne pas se laisser submerger par la routine, elle a pris une série de décisions radicales qui allaient transformer sa vie. Elle a quitté son poste, vendu son appartement et s'est lancée dans une existence dédiée au voyage à temps plein. Ce choix n'a clairement pas été une impulsion soudaine. Comme elle l'a confié, je n'ai jamais quitté ma ville. Crise de la quarantaine. Malgré tout, Emma avait déjà acquis une solide expérience en tant que voyageuse solitaire. Mais cette fois, elle avait décidé de se consacrer pleinement à des aventures palpitantes et audacieuses, celles qu'elle avait soigneusement notées sur sa liste de rêves. Et c'est exactement ce qu'elle a entrepris. À la fin de l'année 2016, Emma s'est lancée dans une expédition en solitaire à travers les étendues glacées de l'Antarctique, un périple de 54 jours. Son courage ainsi que sa persévérance lui ont permis d'atteindre le pôle Sud le 17 janvier 2017. Fière de cet exploit exceptionnel, elle a partagé ses sentiments sur son blog en écrivant « La 6e femme à skier en solo jusqu'au pôle Sud ». Cet exploit l'a propulsée dans un cercle restreint d'aventurières accomplies. D'ailleurs, son blog, où elle raconte toutes ses aventures, reste accessible pour ceux qui souhaitent découvrir son incroyable parcours et je vais tenter de le mettre dans la barre d'infos si malheureusement je n'oublie pas de le faire. Peu de temps après, Emma a regardé le film Wild, où Reese Witherspoon incarne Cheryl Strayed. Cette œuvre, basée sur une histoire vraie, relate le périple solitaire de Cheryl sur plus de 1600 km du Pacific Crest Trail aux États-Unis à l'âge de 26 ans. Inspirée par cette aventure grandiose, Emma s'est dit « Si elle l'a fait, je peux le faire aussi ». Et c'est vrai que c'est une belle façon de voir les choses et la vie en règle générale. Animée par cette conviction, elle a décidé de parcourir l'intégralité du Pacific Crest Trail qui s'étend sur environ 4265 km et bien évidemment toute seule. Une fois de plus, elle a accompli son objectif avec brio, ajoutant un autre exploit impressionnant à son large palmarès. Après ces deux aventures incroyables, Emma a révélé à ses proches qu'elle se préparait à relever le défi le plus ambitieux de toute sa vie. Elle projetait de traverser en kayak et en solitaire, encore une fois, les 6437 km du fleuve Amazon. Son voyage devait débuter sur le Rio Maramón au Pérou et s'achever dans l'océan Atlantique. Ce défi représentait l'apogée de ses ambitions, témoignant de son courage et de son inébranlable volonté. Pour mieux saisir l'ampleur de son défi, il fallait mettre la distance en perspective. La longueur du fleuve Amazon, soit environ 6437 km, équivaut à peu près à la distance entre New York et Florence en Italie, ou encore entre Galway en Irlande et Moscou en Russie. Bref, c'est quand même beaucoup de kilomètres. Cette femme
audacieuse, avait en plus de ça prévu de parcourir cette distance en kayak. Sans moteur pour la soutenir, elle comptait uniquement sur la force de ses bras et une détermination à toute épreuve pour avancer. Cependant, si l'immensité de ce défi ne suffisait pas à vous impressionner, les risques associés à une telle expédition le pouvaient sans doute. Le blog d'Emma, qui avait captivé un large public, a attiré l'attention de la BBC. Lors d'une interview, on lui a demandé quel danger elle anticipait pour ce projet hors du commun. Avec un sourire confiant, elle a répondu « C'est la moitié du défi. Mais l'essentiel est de réduire au maximum les risques. Je vais suivre un cours d'autodéfense conçu pour désarmer les agresseurs, afin que, si je me retrouve dans une situation dangereuse, je sois au moins préparé. » Et pourtant, même avec ces précautions, on aurait souhaité qu'une telle préparation suffise à écarter tous les périls. Consciente des multiples dangers qui l'attendaient, depuis les conditions extrêmes de la nature jusqu'à la potentielle rencontre humaine hostile, Emma n'a cependant jamais envisagé de renoncer à son projet. Elle a suivi son cours d'autodéfense avec sérieux et s'est également formée à affronter les eaux tumultueuses en suivant un entraînement en eau vive. En guise de préparation supplémentaire, elle a effectué une sorte de répétition générale pendant plusieurs semaines à faire du kayak sur les rivières de Slovénie afin d'affiner toutes ses compétences. De retour chez elle, seulement quelques jours avant son départ pour le Pérou, Emma s'est sentie prête et profondément impatiente de commencer cette aventure extraordinaire. Mais avant de plonger mentalement dans cette aventure avec elle, il est important de comprendre les dangers qui inquiétaient tout le monde à son sujet. Vous pourriez alors penser, les menaces principales doivent sûrement être les animaux sauvages, les maladies véhiculées par l'eau ou peut-être l'eau elle-même. Après tout, elle va pagayer dans un kayak et ses embarcations peuvent chavirer très facilement. La noyade est donc une possibilité bien réelle. Certes, mais bien que toutes ces préoccupations soient légitimes, elles ne représentaient pas du tout le véritable danger. Le véritable risque pour Emma n'était pas la nature, mais les êtres humains. Il est essentiel de clarifier une chose. Emma n'était pas du tout une femme naïve qui, portée par l'euphorie de son précédent exploit en Antarctique, aurait soudainement réservé un vol pour le Pérou en pensant « Oh, je vais improviser une fois sur place ». Non, elle avait préparé soigneusement cette aventure avec un soin méticuleux et parmi ses nombreuses démarches, elle avait contacté un compatriote londonien, Holly Hunter-Smart, qui avait lui-même pagayé sur le fleuve Amazon en 2015 avec un partenaire. Lors d'une interview, Holly a décrit leur rencontre. Nous avons déjeuné ensemble et passé 7 heures dans ce restaurant à discuter de ce voyage, de mon expérience et des équipements que nous avions utilisés. Nous avons parlé des dangers ainsi que des risques, mais aussi des aspects positifs de l'expédition. Holly, soucieux de l'aider à se préparer au mieux, a mis Emma en contact avec un autre aventurier expérimenté, West Hansen, qui avait également pagayé sur l'Amazon. Ces deux personnes ont alors échangé de nombreux emails, mais lorsque West a appris qu'Emma comptait entreprendre ce périple seule, il n'a clairement pas mâché ses mots. West lui a donné un aperçu brutal de la réalité, en déclarant ceci. Imaginez un monde dépourvu de lois, de morale ou de normes sociales, où aucune aide n'est disponible sur des centaines de kilomètres. Le viol n'existe pas parce qu'il n'y a aucune autorité à laquelle le signaler. Les meurtres sont monnaie courante car se débarrasser des corps est relativement simple. Quant aux disparitions, elles sont tellement fréquentes qu'on les considère souvent comme de simples accidents ou des mystères sans suite. Ce témoignage sombre, bien qu'effrayant, n'a clairement pas découragé Emma. Elle l'a pris comme une sorte de mise en garde sérieuse, renforçant son engagement à se préparer de manière exhaustive avant de s'embarquer dans cette aventure solitaire. Le récit brutalement honnête de West Hansen a dépeint une réalité sombre et effrayante des dangers qu'Emma pourrait rencontrer au cours de son périple. Et il ne s'agissait clairement pas de simples avertissements plutôt exagérés pour lui faire peur inutilement. West parlait d'expérience, ayant lui-même affronté de telles menaces lors de son expédition. Au cours de son propre voyage, qui n'était pas effectué en solitaire, il avait été braqué sous la menace d'une arme à 5 reprises. 5 reprises, ça fait quand même beaucoup. Ce n'était pas une hypothèse, mais bien la dure réalité de naviguer dans certaines régions de l'Amazonie. Chaque expédition précédente
menée depuis la source de l'Amazone jusqu'à la mer, avait été marquée par des rencontres terrifiantes. Des pirates armés, des trafiquants de drogue et des milices locales figuraient parmi les menaces auxquelles les aventuriers devaient faire face. Les avertissements abondants et les récits glaçants avaient été partagés avec Emma lors de son déjeuner marathon avec Holly Hunter Smart et dans ses échanges de courriels avec West. L'un de ces récits impliquait un couple polonais qui, en 2011, avait tenté de traverser la même région en kayak. Ils avaient été brutalement assassinés. Leurs corps, mutilés et laissés de rochers, avaient été jetés dans la rivière. Un an plus tard, en 2012, un aventurier sud-africain avait été abattu de 3 balles et laissé pour mort alors qu'il s'essayait au même exploit. Ces deux incidents s'étaient produits dans une zone tristement célèbre située au nord-est du Pérou, surnommée la Zone Rouge. Lorsque Emma avait mentionné à Holly que son itinéraire passerait par cette région dangereuse, il avait immédiatement tenté de lui fournir des conseils pratiques et des avertissements. Il lui avait raconté ceci. Dans la zone rouge, lorsque tu vas arriver dans un village, tu entendras des sifflements et des petits clics descendre de la rivière. Puis, quelqu'un apparaît sur la rive, armé d'un fusil de chasse. Holly savait de quoi il parlait. Pendant son propre périple, son guide avait été abattu alors qu'il passait à travers cette région. À ce stade, la plupart des gens auraient abandonné l'idée d'un tel défi, préférant un environnement beaucoup moins hostile. Personnellement, je serais déjà en train de courir dans la direction opposée, mais pas Emma. L'ancienne directrice en elle, habituée à résoudre des problèmes complexes, n'a pas laissé la peur dicter ses choix. Elle l'écoutait attentivement, prenait des notes détaillées et, dans son style méthodique caractéristique, elle commençait déjà à réfléchir à des solutions pratiques pour minimiser les risques. Cours d'autodéfense, c'était fait. Entraînement dans des eaux tumultueuses agressives, c'était également coché sur sa liste de préparatifs. Emma espérait qu'en se fondant sur le bouche à oreille, un message clair circulerait parmi les habitants locaux. Elle venait en paix, et en retour, elle espérait obtenir un passage sûr. Mais avec tout le respect que je lui dois, cette dernière partie semblait relever d'un optimisme un petit peu naïf. Aucun aventurier n'avait jamais traversé la redoutable zone rouge en paix. West Hansen n'a pas hésité à lui faire remarquer cette réalité brutale. Pourtant, dans une ironie presque déroutante, il lui a également confié que, malgré sa sinistre réputation, la zone rouge pourrait, paradoxalement, se révéler être l'une des sections les plus sûres de tout son voyage. Cependant, West a exprimé des inquiétudes légitimes quant à la préparation d'Emma. Bien qu'elle ait suivi un entraînement en eau vive, elle s'apprêtait à affronter un tronçon redoutable très rapide s'étendant sur environ 800 km. Ce niveau de complexité technique exigeait généralement des années d'expérience pour être maîtrisé, et non pas seulement quelques mois. Pourtant, vous en doutez, cette femme restait inébranlable dans sa mission de conquérir l'Amazone seule et sans assistance. Son plan excluait la présence d'un guide ou tout type de soutien extérieur. Elle porterait tout son équipement, gérerait chaque défi seule et compterait uniquement sur ses propres capacités. Face aux avertissements répétés de West et deux aventuriers chevronnés, Emma a finalement accepté de faire une concession inhabituelle pour elle. Pour les sections les plus périlleuses des rapides, elle a consenti à pagayer en compagnie des guides locaux. Toutefois, elle a tenu à préciser que ces guides n'étaient là que pour garantir sa sécurité et lui fournir des conseils techniques. Elle refusait catégoriquement qu'il l'aide à pagayer ou, pire, transporter son propre matériel. De plus, pour minimiser les risques initiaux, elle a décidé de débuter son expédition à partir d'un tronçon réputé plus sûr de la rivière. Mais qu'entendait-elle réellement par plus sûr ? Même dans ces sections, le danger restait omniprésent. En 2013, un aventurier aveugle accompagné de ses guides avait été retenu captif dans cette même région. Plus tôt encore, en 1995, un pagailleur américain avait été assassiné sur la rivière. Ces exemples glaçants, qui ne sont clairement pas les seuls, rappelaient que même les zones qualifiées de plus sûres sur la carte n'offraient qu'une simple illusion fragile de sécurité. Le 15 juin 2017, Emma a posé le pied à Lima, au Pérou, prête à plonger dans sa prochaine grande aventure. Fidèle à ses habitudes, elle a minutieusement documenté chaque étape de son parcours sur son blog
ainsi que sur ses comptes Instagram et Twitter. Ce partage constant permettait notamment à ses abonnés mais également à sa famille de suivre ses exploits en temps réel et de ressentir à travers ses mots et ses photos l'intensité de son périple. Emma, connue pour son organisation méticuleuse, n'a pas laissé de place à l'imprévu. Elle a suivi à la lettre le calendrier qu'elle avait soigneusement établi bien avant son départ. Quelques jours seulement après son arrivée, elle a entamé un voyage ardu de 45 jours en direction de Rio Maranon, le point de départ officiel de son aventure. À ses côtés se trouvait une équipe de sécurité composée d'un guide expérimenté et d'un interprète local chargé de la soutenir dans ses premières étapes cruciales. Cependant, malgré une préparation minutieuse, tout ne s'est pas déroulé comme prévu. 2 semaines après le début du voyage, des tensions commençaient à émerger au sein même de son équipe. Un désaccord important est survenu à propos d'un itinéraire particulièrement risqué qu'Emma souhaitait emprunter. Ses coéquipiers, alarmés par le danger potentiel, ont tenté de la convaincre de changer de route. Face à son refus catégorique de suivre leurs conseils, 2 membres de l'équipage ont finalement pris la décision d'abandonner la mission. Frustrés et désabusés, ils lui ont confié que cette expédition n'était clairement plus amusante pour eux. Avant de partir, ils l'ont toutefois assuré qu'elle n'avait pas besoin de s'inquiéter pour leur paiement, un maigre réconfort dans une situation déjà tendue. Le 29 juillet 2017, après plusieurs semaines éprouvantes, Emma a atteint la ville de Sarameriza. Là, elle a fait ses adieux au reste de son équipe, prête à poursuivre seule. Déterminée et imperturbable, elle a repris son kayak dès le lendemain pour affronter les 4800 km restants de son expédition sans aucune assistance. Quelques semaines plus tard, le 21 août 2017, la jeune femme a publié un tweet glaçant qui a laissé ses abonnés sans voix. Elle y racontait comment elle avait ramé de toutes ses forces pour atteindre une petite plage sur l'autre rive de la rivière, espérant trouver un endroit tranquille afin de se reposer. À son grand effroi, elle y avait découvert un homme brandissant une machette, entouré de corbeaux festoyant sur les restes d'une créature qu'il venait de tuer. Dans son récit, elle a ajouté ceci. Alors que je pagaillais avec désespoir pour fuir, j'entendais encore ces cris résonner derrière moi. Ce moment terrifiant n'était malheureusement qu'un avant-goût des horreurs qui l'attendaient encore. La solitude, la menace constante des humains et les dangers imprévisibles de l'Amazonie allait bientôt la plonger dans des situations encore plus effroyables. Emma Kelty, comme tant d'autres femmes, aurait dû pouvoir se lancer dans son aventure en toute sérénité, poursuivant son rêve sans la menace omniprésente d'individus mal intentionnés, malades et dépravés. Elle aurait dû être libre de voyager seule, sans craindre pour sa sécurité. Mais comme tant d'autres, elle n'a pas eu ce privilège. Les jours qui ont suivi son tweet du 21 août 2017 ont marqué une escalade dans l'angoisse, la violence et le danger auquel Emma était confrontée. Ces rencontres avec des habitants hostiles et menaçants sont devenues de plus en plus fréquentes. Ces interactions ont commencé à prendre un lourd tribut sur elle, tant sur le plan physique que psychologique. L'aventurière était épuisée, à la fois par le manque de sommeil et par le stress permanent. Des inconnus interrompaient son repos, surgissant autour de son campement et la laissant constamment sur ses gardes. Le 23 août, Emma a partagé un nouveau tweet troublant avec ses abonnés, reflétant l'intensité croissante de son épuisement et de son isolement. De plus en plus fatigué chaque jour. Espérons que je n'aurai pas 4 autres gars qui reviendront me rendre visite après la tombée de la nuit ce soir. La menace était tangible et omniprésente. 3 jours plus tard, le 26 août, Emma a décidé de faire une halte à Sao Paulo de Olivença, une petite ville située le long de l'Amazone, espérant y trouver un semblant de répit. Elle avait besoin de reprendre des forces et surtout de se protéger, ne serait-ce que temporairement, des épreuves des plus en plus éprouvantes de son voyage. Malheureusement, même là, la sécurité lui a échappé. Le lendemain, elle a publié un tweet glaçant décrivant une autre rencontre déstabilisante. 2 hommes avaient garé leur bateau à proximité de son campement. Pendant 2 heures, ils l'avaient fixée, sans bouger, la laissant dans l'incapacité de changer ses vêtements trempés. Emma avait dû rester immobile et silencieuse dans un état d'alerte constant, craignant que ces inconnus passent à l'action. Ce fut un moment de plus dans une série d'événements inquiétants, un signe avant-coureur des dangers croissants qui semblaient maintenant la suivre à chaque étape de son périple. À travers ces publications, le désespoir et la fatigue d'Emma étaient palpables,
Son courage titanesque face à une adversité inimaginable devenant de plus en plus fragile. Peu de temps après, l'un des guides qui allait accompagner Emma lors de la première étape de son périple entendit une rumeur glaçante. Elle aurait été assassinée. L'information, bien que non confirmée, semblait provenir d'une source crédible. En proie à l'angoisse, le guide a transmis rapidement la nouvelle au frère d'Emma en Angleterre. Terrifié par cette possibilité, celui-ci lui a envoyé immédiatement un message via son téléphone satellite, espérant contre toute attente une réponse rassurante. Les heures se sont étirées douloureusement dans un silence insupportable. Chaque minute sans réponse renforçait la peur d'un drame irréversible. Puis, contre toute attente, un message est enfin arrivé. Fidèle à son humour noir et à son optimisme légendaire, Emma a répondu « Espérons que ce n'est pas une prémonition ». Ces quelques mots étaient teintés d'ironie, une tentative de dédramatiser la situation. Pourtant, à son insu, ils annonçaient sinistrement le sort qui l'attendait. Alors qu'elle continuait à progresser le long du fleuve, Emma a croisé des habitants bienveillants qui, en apprenant sa destination, ont tenté de la dissuader. Ils l'ont avertie des dangers spécifiques de la région autour de la ville de Koari, réputée pour ses nombreux risques, notamment pour ceux qui osaient s'y aventurer seuls en kayak. Malgré leur mise en garde sincère, Emma est restée inflexible. Sa détermination, témoin de sa volonté d'acier et de son indépendance farouche, n'a pas vacillé un instant. Elle a choisi de balayer leurs préoccupations d'un revers de la main et a poursuivi son voyage, confiante dans sa capacité à surmonter les obstacles. Cette confiance s'est exprimée une nouvelle fois lorsque Emma a partagé ses échanges avec les habitants sur sa page Facebook via son téléphone satellite. Sur un ton à la fois sarcastique et sombre, elle a écrit ceci. Donc à ou près de Koari, je me ferai voler mon bateau et je serai aussi tué. Sympa. Ces mots, presque prophétiques, reflétaient à la fois son humour grinçant et son esprit résilient. Malgré tout, rien ne semblait pouvoir l'arrêter. Emma était décidée à mener son aventure jusqu'au bout, même si les signes d'alerte s'accumulaient autour d'elle. À ce stade de son périple, sa détermination était plus forte que jamais, portée par une confiance en elle qui ne cessait de croître, alimentée par son expérience et son désir de conquérir l'inconnu. Cependant, cette confiance aveugle l'empêchait de voir à quel point les dangers devenaient imminents. Ces derniers messages, bien qu'écrits avec une légèreté apparente, trahissaient une tension sous-jacente, une prise de conscience partielle des périls qui la guettaient. Le tronçon de rivière que la femme approchait sur son chemin vers Koari était tristement célèbre, un véritable entonnoir pour les trafiquants de drogue et autres criminels. Le rétrécissement de la rivière, agrémenté de nombreuses petites îles isolées, en faisait une cachette idéale pour les contrebandiers, les pirates fluviaux et les criminels opportunistes. Ce secteur était l'endroit rêvé pour une embuscade où les voyageurs imprudents risquaient d'être dépouillés, voire pire, d'être tués. Pour les kayakistes, traverser cette zone signifiait affronter la menace bien réelle de tomber sur des individus qui n'hésiteraient pas une seule seconde à tout leur prendre, y compris leur vie. Personne, absolument personne, ne s'aventurait seul dans cette section de la rivière. Même les patrouilleurs de la marine, lourdement armés, ne naviguaient qu'en binôme pour leur propre sécurité. Et pourtant, l'aventurière, intrépide et obstinée, se lançait dans cette traversée solitaire, sans escorte ni soutien. Malheureusement, ça va être assez rapide, Emma a été assassinée lors de son périple sur cette fameuse rivière. Et franchement, j'ai presque envie de dire que c'est sans surprise. En ce qui concerne l'alarme SOS d'Emma, il s'est avéré qu'elle ne l'avait pas déclenchée elle-même. Dans une ironie tragique, c'est le gang responsable de son meurtre qui avait activé involontairement l'appareil. 1 heure et demie après la mort de la femme, l'un de ses tueurs, tentant maladroitement de comprendre son fonctionnement, a appuyé accidentellement sur le bouton SOS, alertant ainsi les autorités de leur crime. Cet acte involontaire fut crucial. Sans cette alerte, les autorités n'auraient jamais pu localiser le tronçon exact de la rivière où Emma avait été assassinée et son meurtre aurait pu rester irrésolu. Cependant, à ce jour, le corps de l'aventurière n'a jamais été retrouvé. En effet, les membres du gang avaient méticuleusement veillé à ce qu'il soit jeté dans des eaux infestées de piranhas, rendant toute récupération quasiment impossible. Le 12 septembre,
Quelques jours avant sa disparition, Emma s'est retrouvée face à face avec un groupe de 30 hommes, tous armés de flèches et de fusils. Malgré la tension palpable de ce moment, elle avait fait preuve de sang-froid remarquable et a continué à documenter son périple sur les réseaux sociaux. Elle a posté avec une pointe d'humour: Mon visage devait être une image. Le lendemain, ses abonnés, qui suivaient avec inquiétude ses aventures, ont été rassurés par une nouvelle mise à jour. Emma a écrit: Je suis au clair, tout va bien. Mais cette accalmie fut de courte durée. Quelques kilomètres après avoir dépassé Koari, Emma a décidé de s'aventurer pour la nuit sur une île isolée, l'une des innombrables îles dispersées le long de la rivière. Ce qu'elle ignorait, c'est que cette île particulière était à point chaud pour les trafiquants de drogue colombiens. Elle se trouvait encore bien au cœur de la région où les habitants l'avaient mise en garde de ne pas s'aventurer. Le jour 42 de son voyage, l'alarme SOS d'Emma Kelty fut déclenchée, puis elle disparut. L'alarme a révélé son emplacement exact, permettant aux autorités brésiliennes et à la marine de lancer une opération de recherche rapide. Mais à leur arrivée, ils ont trouvé qu'un amas de ses affaires personnelles éparpillé sur les berges ainsi que son kayak. Et il n'y avait plus aucune trace de l'aventurière. La corruption omniprésente dans la région a compliqué les investigations, et les rapports officiels sur son meurtre se sont révélés frustrants, vagues et parfois contradictoires. Pourtant, comme c'est souvent le cas dans ce genre de situation, les langues ont fini par se délier. Il n'a pas fallu longtemps avant que des détails macabres émergent et que les autorités arrêtent un groupe composé d'adolescents et de jeunes hommes dans la vingtaine liés à son meurtre. Emma Kelty avait entrepris son voyage avec un courage hors du commun, mais ce tronçon de rivière, avec sa violence et ses dangers, avait mis fin à son aventure de manière brutale et tragique. La police a confirmé que le groupe de criminels agissait comme des pirates de rivière, patrouillant dans la région à bord de leur canoë, prêts à attaquer quiconque qui croisait leur chemin. Lorsqu'ils ont repéré la tente d'Emma, ils ont immédiatement supposé qu'elle appartenait à un trafiquant de drogue colombien. Sans hésitation, ils ont ouvert le feu à une 50aine de mètres. Emma était touchée au bras et réalisant que sa vie était en danger, elle a émergé précipitamment de sa tente. Dans un dernier élan de désespoir, elle a agité ses bras et crié, espérant que ses appels à l'aide parviennent à quelqu'un, qu'un secours puisse arriver à temps. Mais voir Emma n'a fait qu'aggraver la situation. Le gang, sans une seule once de pitié, l'a attrapée, l'a insultée et a commencé à lui couper les cheveux avec un couteau, la questionnant violemment sur l'emplacement des drogues qu'elle n'avait pourtant jamais eues. Lorsqu'elle n'a pas pu leur fournir ce qu'ils cherchaient, leur violence s'est déchaînée. Ils l'ont brutalement violée, puis poignardée à plusieurs reprises avant de la traîner sur leur bateau. De manière choquante, plusieurs habitants ont plus tard rapporté avoir vu Emma, encore consciente et en vie, à bord du bateau du gang. Mais tragiquement, cela n'a pas duré. Le groupe a navigué jusqu'au milieu de la rivière et là, ils ont mis fin à ses souffrances. D'un geste brutal, ils lui ont tranché la gorge avant de la jeter sans scrupule dans les eaux profondes. Les suspects, arrêtés plus tard, ont avoué leur sinistre acte avec une froideur glaçante. Ils ont révélé qu'ils avaient volontairement ciblé les épaules et le cou d'Emma dans l'intention d'attirer les piranhas vers son corps. Leur but était de faire dévorer ses restes par ses boissons carnivores. Ils ont également admis avoir d'abord tenté de lui trancher la tête, mais n'ayant pas réussi, ils ont cru qu'Emma était encore vivante lorsqu'ils l'ont précipitée dans les eaux infestées de piranhas. Le gang n'a pas seulement pris sa vie, ils ont aussi volé ses biens. Après l'avoir assassinée, ils ont dérobé ses 2 téléphones, sa caméra GoPro ainsi que son iPad, qu'ils ont ensuite revendu à un villageois. Ces actes de cruauté, sans raison autre que le profit et la violence gratuite, ont marqué la fin tragique de l'aventure d'Emma, laissant derrière eux une enquête endeuillée par l'horreur de ce qui s'était passé. Emma Kelty a tragiquement perdu la vie après avoir été assassinée par un homme nommé Evanilson Gomez de Costa, un membre du gang des Pirates de l'eau. Ce dernier aurait tiré 2 balles dans la tête d'Emma, mettant fin à sa vie d'une manière brutale et choquante. Mais avant qu'il ne puisse être arrêté, Evanilson a lui-même trouvé une fin violente, tué par un gang rival le 20 septembre 2017. Cependant, l'homme n'était pas seul dans cette entreprise criminelle. Son partenaire, Arthur Gomes da Silva, âgé de 28 ans, était également un membre clé du gang. Ensemble, ils dirigeaient les Pirates de l'eau,
un groupe criminel aux liens étroits avec le trafic de drogue, les vols de marchandises et les meurtres. Arthur, bien qu'ayant fui après le crime, n'a pas pu échapper à la justice indéfiniment. Après 5 ans de cavale, il a été arrêté le 8 février 2023 alors qu'il emmenait sa fille à l'hôpital. Il a été condamné à 29 ans et 11 mois de prison pour son rôle dans le meurtre, reconnu coupable de vol, d'homicide, de viol et de dissimulation de cadavres. En attendant, les proches d'Emma ont pris une initiative poignante pour honorer sa mémoire. Ses frères, Pierce et Jill, ainsi que sa sœur, Natasha, ont repris ses comptes de réseaux sociaux pour rendre hommage à cette femme intrépide qui avait osé rêver. Emma avait tout, était une femme de courage, une aventurière qui voulait vivre pleinement plutôt que de se cacher dans la peur. Beaucoup ont salué son esprit d'aventure, admirant sa détermination à poursuivre ses rêves, mais d'autres ont remis en question ses choix, suggérant que les risques qu'elle avait pris étaient responsables de son destin tragique. À mon avis, les deux points de vue se tiennent. D'un côté, Emma était incontestablement courageuse, mais d'un autre, elle a pris des risques qui, avec le recul, semblent presque inévitables dans leur issue tragique. La vérité crue est qu'elle n'aurait jamais dû entreprendre un voyage aussi périlleux seule sur le fleuve Amazon, sans accompagnateur, sans une véritable prise en compte des dangers réels et présents. Ce n'est clairement pas pour minimiser ce qu'elle a accompli ou pour nier l'importance de ses rêves. Il s'agit simplement d'une réalité implacable. Le courage d'Emma doit être célébré, mais sa tragique fin nous rappelle les risques énormes qu'implique un tel défi, surtout en solo, dans une région aussi dangereuse. Emma n'était pas la première à prendre de tels risques dans l'Amazonie, et malheureusement, elle ne sera probablement pas la dernière. Ceux qui ont survécu à de telles aventures l'ont souvent fait par chance, aussi simple que ça. Emma, quant à elle, est devenue un symbole de la beauté et de la brutalité de l'aventure humaine, nous laissant une leçon amère mais importante sur les limites du courage face à la réalité des dangers qui nous entourent. C'est donc tout pour l'affaire d'Emma Kelty et j'espère que cette dernière était encore inconnue pour vous. Évidemment, même si je trouve son rêve honorable, je trouve que c'était inconscient, mais vraiment inconscient de sa part et vraiment naïf de penser qu'il ne lui arriverait rien. C'est certes un très beau rêve qu'elle avait, mais est-ce que celui-ci valait de subir de telles horreurs et surtout d'y laisser sa propre vie? Personnellement, je ne pense pas que le jeu en valait la chandelle. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like juste en dessous, à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Bien avant d'épouser Joe, Alexandra était réputée pour attirer l'attention des hommes. Grande, blonde et dotée d'une beauté éclatante, elle ne passait jamais inaperçue. Mais sa personnalité pétillante, son humour naturel et son charme irrésistible ajoutaient encore à son attrait. Née de parents originaires de Yougoslavie qui avaient décidé de s'installer en périphérie de Vancouver, Alexandra avait grandi dans un environnement chaleureux et aimant. En tant qu'enfant unique, elle partageait un lien particulièrement fort avec ses parents, surtout avec sa mère. Sa beauté naturelle lui a ouvert les portes des concours de beauté dès son adolescence. En 1984, à seulement 19 ans, elle a décroché le titre de Miss Burnaby avant de concourir pour Miss Canada l'année suivante. Malgré ses indéniables atouts pour le mannequinat, elle avait préféré s'amuser avec les concours, y voyant une façon légère de renforcer sa confiance en elle plutôt qu'un véritable tremplin professionnel. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, Alexandra s'était orientée vers une carrière d'assistante dentaire, un métier qu'elle exerçait du lundi au vendredi. Ses week-ends, quant à eux, étaient souvent consacrés à sa mère. Ensemble, elles partageaient un passe-temps particulier, visiter des journées portes ouvertes par simple plaisir. Ces escapades leur permettaient de découvrir des maisons somptueuses et de rêver, ensemble, qu'un jour elles pourraient peut-être en posséder une. Ce passe-temps innocent d'Alexandra et de sa mère, qui consistait à visiter des maisons lors des journées portes ouvertes, a radicalement changé le cours de sa vie. Un jour, alors qu'elle explorait les pièces d'une demeure, entourée d'autres visiteurs, elles ont entendu une femme parler dans leur langue maternelle, le yougoslave. Une telle coïncidence était rare, ce qui les a alors poussées à aller vers elle et à entamer une conversation. La femme en question s'appelait Jelka Pezic. Tout comme les parents d'Alexandra,
Sa famille avait immigré au Canada depuis la Yougoslavie, et cette origine commune a immédiatement créé un lien entre elles. Rapidement, elles ont échangé des anecdotes, renforçant leur sentiment de familiarité grâce à leurs valeurs partagées. Au cours de leur discussion, Jelka a mentionné que sa famille possédait un atelier de mécanique automobile, tandis qu'Alexandra lui a confié qu'elle devait bientôt faire entretenir sa voiture. Le moment semblait alors idéal. Alexandra préférait encourager une entreprise familiale, surtout celle de quelqu'un qu'elle venait de rencontrer. Jelka, de son côté, a tout de suite été frappée par la beauté d'Alexandra et y a vu une opportunité en or. En prenant soin de lui fournir toutes les coordonnées de leur garage, elle a subtilement suggéré qu'Alexandra devrait confier son véhicule à son fils, Joe Pezic. Avec un sourire complice, elle a assuré qu'il s'occuperait personnellement de la voiture et ferait un excellent travail. Dans le cas d'Alexandra, cette rencontre apparemment anodine avec Jelka a bouleversé toute sa vie, mais pas de la manière dont elle aurait pu l'espérer. Malheureusement, ce moment qui aurait pu ressembler à un coup du destin a finalement jeté les bases de nombreux drames à venir. À ce stade, cependant, Alexandra était loin de se douter que sa sécurité pourrait un jour être menacée. Suivant les conseils de Jelka, Alexandra a amené sa voiture dans l'atelier mécanique d'Epesic et il y a rencontré Joe, le fils de Jelka. Âgé de 27 ans, Joe a immédiatement attiré son attention. Sa première impression, il était vraiment séduisant. De son côté, Joe a été instantanément captivé par Alexandra, qu'il a décrite plus tard comme l'une des plus belles femmes qu'il n'ait jamais croisées. Toutefois, leur connexion allait bien au-delà de l'apparence. Dès leurs premiers échanges, ils se sont sentis à l'aise l'un avec l'autre, comme si finalement, ils se connaissaient depuis toujours. Leur lien semblait si naturel qu'on aurait dit le début d'un véritable conte de fées. Partageant des origines similaires, tous deux ayant grandi au sein de familles yougoslaves traditionnelles, ils ont rapidement découvert de nombreux points communs. Séduit, Joe n'a pas tardé à inviter Alexandra à sortir et elle a accepté. Leur premier rendez-vous a heureusement été un succès. Non seulement ils ont échangé leur premier baiser ce jour-là, mais ils sont aussi devenus inséparables. À partir de ce moment, leur histoire d'amour a semblé inébranlable, marquant les débuts d'une relation intense et fusionnelle. Pourtant, cette romance si prometteuse au départ allait progressivement prendre un tournant bien plus sombre. Alexandra était totalement sous le charme et ne cessait de parler de l'homme qui venait d'entrer dans sa vie. À chaque occasion, elle partageait son enthousiasme avec ses amis proches, leur confiant qu'elle tombait peu à peu amoureuse de lui. Joe, avec son charme naturel et son romantisme désarmant, faisait tout pour la combler. Il n'hésitait pas à débarquer à l'improviste avec un bouquet de fleurs, sans qu'il y ait besoin d'une occasion particulière, simplement pour lui rappeler ô combien elle comptait pour lui. Il organisait également des rendez-vous d'une rare élégance, l'invitant à vivre des escapades romantiques en moto le temps d'un week-end. Leur histoire d'amour ressemblait à un véritable tourbillon, le genre de romance dont beaucoup rêvent, surtout aujourd'hui où ça se fait malheureusement de plus en plus rare. Après seulement un mois de relation, Joe a pris son courage à deux mains et a demandé Alexandra en mariage. Bon, c'était une autre époque, avant on avait tendance à se marier beaucoup plus tôt dès le début d'une relation. Quoi qu'il en soit, il n'a pas eu besoin d'attendre sa réponse, car elle a dit oui immédiatement, sans la moindre hésitation. De son côté, Jelka, la mère de Joe, était transportée de joie. Elle rayonnait à l'idée d'avoir bientôt une belle fille, d'autant plus qu'elle avait elle-même organisé leur rencontre. Pour Alexandra, cependant, les signaux d'alarme ont commencé peu à peu à apparaître, bien qu'ils soient encore discrets. Jelka, avec son enthousiasme débordant, s'est aussitôt plongée dans l'organisation de leur mariage, s'appropriant alors les préparatifs à tel point qu'Alexandra a commencé à ressentir une sorte de malaise. Mais à ce stade, les irritations étaient encore suffisamment mineures pour qu'Alexandra les ignore, du moins temporairement. Jelka agissait de manière passive, agressive, formulant des demandes déguisées en suggestions. Néanmoins, si Alexandra osait ne pas suivre ses suggestions, la situation se tendait aussitôt. Joe se retrouvait alors fréquemment obligé de jouer les médiateurs entre sa mère et sa fiancée, bien que ses interventions ne suffisaient pas toujours à apaiser les tensions.
Jelka voulait s'impliquer dans chaque détail de la cérémonie, qu'il s'agisse des décorateurs, du lieu ou même de la couleur des robes des demoiselles d'honneur. Cette attitude plutôt oppressante était incessante et pesait de plus en plus sur la jeune femme, à tel point que, la veille du mariage, elle a sérieusement envisagé d'annuler la cérémonie. Malgré son amour plus que débordant pour son fiancé, elle se demandait s'il était prête à supporter les exigences de Jelka sur le long terme. Lors du dîner de répétition, les tensions ont culminé et une violente dispute a éclaté entre Alexandra et sa future belle-mère. Heureusement, les amis de la fiancée ont tenté de la rassurer, lui rappelant que tout ceci n'était probablement qu'un mélange de stress et de nervosité avant le grand jour. Finalement, le 11 juin 1988, Alexandra et Joe se sont dit oui lors d'une belle cérémonie organisée à Vancouver. Contre toute attente, la journée s'est déroulée sans aucun accroc. Jelka, à la surprise générale, est restée en retrait, sans émettre la moindre critique ou même interférence. Avec ce mariage derrière eux, Alexandra et Joe ont pris l'avion en direction Hawaï afin de célébrer leur lune de miel. Pendant cette semaine paradisiaque, tout semblait parfait et leur bonheur paraissait inébranlable. Mais cet équilibre fragile s'est effondré dès leur retour à Vancouver. En s'installant dans leur nouvelle vie de couple marié, Alexandra et Joe ont rapidement découvert que la présence de Jelka dans leur quotidien ne faiblissait pas, loin de là. Au contraire, elle semblait plutôt s'intensifier. Jelka avait pris l'habitude de s'arrêter chez eux pendant qu'ils travaillaient. Elle laissait derrière elle des courses ou encore de nouveaux vêtements qu'elle avait achetés pour Alexandra. Ainsi, après une longue journée au cabinet dentaire, Alexandra rentrait chez elle pour trouver son réfrigérateur rempli de nourriture qu'elle n'avait pas acheté et ses placards garnis de vêtements qu'elle n'avait pas choisis. Bien que certains puissent trouver ça attentionné, Alexandra y voyait une sorte de tentative de Jelka pour imposer ses choix sous forme de suggestions qui ne manqueraient pas de causer des conflits si jamais elles étaient rejetées. Ces intrusions constantes mettaient Alexandra très mal à l'aise. Elle se sentait envahie dans ce qui aurait dû être un espace réservé à son couple. Évidemment, elle n'a pas tardé à en parler à son mari, Joe, exprimant clairement son inconfort face aux agissements de sa mère. Ce dernier, pris entre la femme de sa vie et sa mère, se retrouvait dans une position délicate. Toutefois, il essayait souvent de prendre le parti d'Alexandra, tout en préservant une certaine paix avec Jelka, ce qui n'était pas simple puisqu'il travaillait chaque jour aux côtés de sa mère dans l'entreprise familiale. Leur relation semblait alors enfermée dans une sorte de cycle sans fin. Les tensions s'apaisaient temporairement, avant de repartir de plus belle au moindre désaccord. Ce cercle vicieux devenait de plus en plus pesant pour le jeune couple. Un jour, les parents de Joe ont fait une proposition très généreuse. Un cadeau de 100 000 $ pour servir d'acompte pour l'achat d'une maison. Mais Alexandra a immédiatement perçu les implications de cette offre. Elle savait pertinemment que ce cadeau viendrait avec des conditions, particulièrement venant de Jelka. Et ses craintes se sont confirmées lorsque le couple a découvert que la maison en question avait été soigneusement choisie par les parents de Joe. Un bungalow charmant, certes, mais situé à seulement 5 minutes à pied de la maison d'enfance de Joe. Alexandra avait des réserves sur le fait d'accepter cet argent. Elle pressentait que Jelka utiliserait ce geste généreux pour renforcer son emprise sur leur vie, et en particulier sur elle. Malgré ses inquiétudes, elle et Joe ont finalement décidé d'accepter le cadeau et d'acheter la maison suggérée par ses beaux-parents. Ce qui aurait dû être une étape heureuse pour les jeunes mariés s'est rapidement transformé en une nouvelle source de tension. Dès leur installation, Jelka a commencé à s'immiscer dans leurs décisions concernant la décoration de la maison. Elle critiquait ouvertement chaque choix d'Alexandra et ne manquait pas de faire des histoires dès qu'elle désapprouvait un seul détail. Qu'il s'agisse des meubles, des couleurs des murs, des tapis ou encore des objets de décoration, Jelka voulait imposer son avis à chaque instant, surtout rendant Alexandra de plus en plus frustrée. Il devenait évident que la première année de mariage d'Alexandra et Joe ne ressemblait en rien à une période de lune de miel. Entre les ingérences constantes de Jelka et les disputes qui en découlaient, cette période, censée pourtant être pleine de joie, s'était transformée en un véritable test pour leur jeune union. La tension entre Alexandra et Jelka avait atteint un point de rupture. Joe, pris au piège entre les deux femmes les plus importantes de sa vie,
avait fini par s'éloigner de sa mère, parfois pour des semaines, voire des mois entiers. Malgré ça, ces situations pesaient lourdement sur lui, et il avait commencé à en vouloir à Alexandra, qu'il tenait en partie responsable de la détérioration de sa relation avec Jelka. Il se sentait totalement coincé, incapable de satisfaire à la fois sa femme et sa mère. Plutôt que d'adopter une approche mature en fixant des limites claires, Joe avait choisi une solution de compromis. Il s'efforçait de maintenir Alexandra et Jelka séparés autant que possible. Mais cette stratégie ne faisait qu'empirer les choses, laissant l'animosité entre les deux femmes s'installer et grandir comme un éléphant au milieu de la pièce. Alexandra, pourtant très indépendante et capable, voyait bien que sa belle-mère méritait pleinement son surnom de belle-mère monstrueuse. Et si la situation paraissait déjà insoutenable, les événements allaient bientôt prendre une tournure encore plus dramatique. À la fin de l'année 1989, Alexandra et Joe ont accueilli leur premier enfant, un petit garçon qu'ils ont prénommé Brandon. L'arrivée de ce bébé était une source immense de joie pour le couple, et Alexandra espérait que ce bonheur pourrait apaiser les tensions familiales. Joe, de son côté, voyait en cette naissance une opportunité pour reconstruire des ponts avec sa mère. Il souhaitait que cette dernière joue un rôle dans la vie de son petit-fils et qu'un lien se crée entre eux. Pourtant, Jelka, fidèle à elle-même, n'avait absolument pas changé. Dès les premiers jours, elle a commencé à s'immiscer dans les décisions parentales d'Alexandra. Elle critiquait tout, du régime alimentaire du bébé jusqu'à la fréquence de ses repas. Ses conseils incessants et non sollicités étaient imposés comme des exigences, plutôt que comme des suggestions bienveillantes. Pour Alexandra, ça devenait de plus en plus difficile à supporter et honnêtement, ça se comprend. Le véritable tournant dans cette histoire s'est produit un soir où Joe avait proposé à Alexandra une sortie en amoureux. Depuis la naissance de leur bébé, le couple avait rarement eu l'occasion de passer du temps ensemble, et cette soirée devait être une bouffée d'air frais pour eux. Joe avait alors suggéré que sa mère garde le bébé, pensant que ça pourrait également permettre à sa mère de tisser des liens avec son petit-fils. Alexandra, bien qu'hésitante, avait finalement accepté. Avant de partir, elle avait pris soin de pomper du lait maternel et avait donné des consignes strictes à Jelka. Brandon ne devait être nourri qu'avec du lait maternel. Elle allaitait exclusivement son bébé et tenait à ce qu'il ne soit pas exposé à d'autres aliments ou boissons, surtout à son jeune âge de 5 mois. Jelka, cependant, avait fait une remarque qui avait immédiatement inquiété Alexandra. Elle avait mentionné qu'elle comptait donner à Brandon un thé spécial pour l'aider à bien dormir. Cette déclaration avait mis la jeune femme sur ses gardes. Elle savait que son fils n'avait clairement pas besoin de ce genre de thé et qu'il pourrait même être dangereux pour lui. Alexandra avait alors insisté, répétant avec fermeté que seul son lait maternel devait être donné à son fils. Toutefois, elle ne pouvait s'empêcher de ressentir un profond malaise en quittant la maison. Ce malaise allait malheureusement s'avérer justifié, car cet événement marquait le début de la fin pour Alexandra. Le jeune couple, désireux de profiter de leur soirée en amoureux, était parti le cœur léger, confiant Brandon aux soins de Jelka malgré les réticences de la jeune femme. Leur sortie s'était bien passée, leur permettant de se reconnecter après des mois de fatigue et de tension liées à la naissance de leur fils. Malheureusement, à leur retour chez Jelka pour récupérer Brandon, ce qui les attendait a rapidement transformé cette douce parenthèse en une nuit d'angoisse. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont trouvé Brandon profondément endormi. Beaucoup trop profondément pour que cela semble naturel. Alexandra s'est immédiatement alarmée. Elle a caressé doucement son bébé dans l'espoir de le réveiller, mais il n'a montré aucune réaction. Paniquée, elle a vérifié son pouls et, à son horreur, il était très faible. D'une voix tremblante mais déterminée, elle a posé la question qui la hantait depuis leur départ. « Lui avez-vous donné ce thé ?» Jelka, prise au dépourvu, a admis qu'elle l'avait effectivement fait. Sans perdre une seconde, Alexandra et Joe ont attrapé le bébé et se sont précipités à l'hôpital. La peur leur nouait la gorge. Ils ne savaient pas ce que contenait ce fameux thé spécial, et Jelka, visiblement gênée par la situation, refusait de fournir la moindre information précise. Après un examen attentif, les médecins ont finalement rassuré les jeunes parents. Brandon allait bien et n'avait pas eu de dommages durables. Pourtant,
Cet incident avait anéanti la confiance d'Alexandra envers Jelka, déjà qu'elle n'était pas très présente. Pour elle, c'était la goutte d'eau qui a fait déborder son vase. Elle a alors posé des limites claires et non négociables. Jelka ne serait plus jamais autorisée à rester seule avec Brandon. Épuisée et bouleversée, la jeune femme n'a pas eu le courage de rentrer chez elle cette nuit-là. Au lieu de ça, elle a pris Brandon et s'est réfugiée chez sa propre mère, cherchant un peu de répit et de réconfort. Pour la jeune mère de famille, cet incident avait scellé son opinion sur la toxicité de sa belle famille. Elle était arrivée à la conclusion qu'aucune tentative de réconciliation ne pourrait apaiser les tensions ou même réparer les dégâts. Elle savait qu'elle devait prendre une décision difficile pour protéger son fils et elle-même. Au matin, elle a confronté Joe avec un ultimatum clair. Il devait choisir. Soit il rompait définitivement les liens avec sa famille et se consacrait entièrement à leur nouvelle petite famille, soit Alexandra partirait avec Brandon, laissant Joe avec sa mère, ses parents et leur influence envahissante. Ce choix semblait évident pour beaucoup, mais pour Joe, la décision était tout sauf simple. Ce dernier se trouvait dans une situation financièrement et émotionnellement précaire. Travaillant dans l'atelier de mécanique de sa famille, il dépendait de cet emploi pour subvenir aux besoins de sa femme et de son fils. Couper les ponts avec eux signifiait non seulement perdre son travail, mais aussi leur principale source de revenus. De plus, il ne pouvait ignorer le fait que ses parents avaient contribué à hauteur de 100 000 $ pour l'achat de leur propre maison. La culpabilité le rongeait à l'idée de couper les ponts avec ceux qui avaient tant fait pour lui, du moins à ses yeux. Pour Alexandra, cependant, les choses étaient limpides. Elle savait, au plus profond d'elle-même, que Joe ne pourrait jamais vraiment choisir leur famille plutôt que ses parents. Alors peu importe la promesse ou les efforts, sa loyauté envers Jelka finirait toujours par prendre le dessus. Fatiguée de se battre contre un mur, elle a pris une décision courageuse. À peine 2 ans après leur mariage, Alexandra a demandé le divorce. La nouvelle a évidemment été un choc monumental pour Joe, mais aussi pour Jelka. Il ne pouvait tout simplement pas croire qu'Alexandra avait osé rompre les liens du mariage, surtout aussi rapidement. Mais si le mariage avait été complexe, le divorce allait se révéler bien pire. Sous l'influence constante de sa mère, Joe s'est montré intransigeant. Il a exigé non seulement la garde exclusive de l'enfant, mais aussi la maison. Pour sa mère, ça allait de soi. Après tout, c'était elle et son mari qui avaient fourni une part importante de la compte pour la maison. Dans son esprit, Alexandra n'avait plus aucun droit sur cette propriété, ni même sur leur famille. Jelka considérait le divorce comme une trahison ultime, une insulte à tout ce qu'elle avait fait pour eux. Alexandra, quant à elle, voyait ça comme un combat pour sa survie et celle de son fils. Le divorce s'annonçait alors long et douloureux, marqué par des rancunes profondes et une guerre émotionnelle alimentée par les manipulations de Jelka. Alexandra savait qu'elle avait pris la bonne décision, mais elle n'était malheureusement pas encore au bout de ses peines. Heureusement, cette dernière a pu compter sur l'aide d'un excellent avocat. Pour défendre sa cause, elle n'a pas seulement évoqué l'incident du thé qui était drogué, qui avait mis en danger la santé de son fils, mais elle a également révélé un détail qui allait changer la donne. Un secret bien gardé de Jelka, jusque-là inconnu de beaucoup. Jelka avait un passé trouble de voleuse. En effet, avant qu'Alexandra ne tombe enceinte, Jelka avait été arrêtée pour vol à l'étalage et bannie de plusieurs magasins locaux. Ces éléments ont permis à Alexandra de démontrer que ses beaux-parents n'étaient pas dignes de confiance pour s'occuper de son fils. Et le tribunal a été largement sensible à tous ces arguments. Alexandra a obtenu la garde exclusive de Brandon, une pension alimentaire pour enfants et une partie des bénéfices de la vente de leur maison. Cette décision a provoqué une véritable explosion de colère chez les Pezic. Jelka et son mari étaient furieux, tout comme Joe d'ailleurs, qui voyait son univers familial s'écrouler. Alexandra, de son côté, voyait enfin une lumière au bout du tunnel, bien qu'elle soit consciente que cette victoire ne marquait pas la fin des problèmes. Après la vente de la maison, Alexandra et Brandon se sont installés temporairement chez la mère d'Alexandra avant de trouver leur propre appartement. Joe, de son côté, s'est montré distant et peu impliqué en tant que père.
Pire encore, il a rapidement accumulé des arriérés de pensions alimentaires pour enfants, compliquant davantage leur relation déjà tendue. Ce n'était pas le comportement de Joe qui inquiétait le plus Alexandra, c'était les Pezik eux-mêmes. Leur colère était palpable, et ils ne faisaient pas grand-chose pour la dissimuler. Des menaces à peine voilées et des événements étranges ont commencé à se produire. Alexandra recevait des appels anonymes, et lui arrivait de remarquer des choses déplacées autour de son appartement ou de sa voiture. Effrayée, elle a fini par demander une ordonnance restrictive contre Jelka et sa famille. Bien que la mesure ait offert une certaine protection juridique, Alexandra ne se sentait toujours pas en sécurité. Les Pezik semblaient être du genre à contourner les lois si ça les arrangeait. Alors, paniquée, elle s'est rendue plusieurs fois à la police pour signaler son inquiétude croissante. Mais ses plaintes étaient souvent ignorées. À leurs yeux, elle était peut-être juste une femme stressée qui exagérait un tant soit peu tout ce qui pouvait réellement se passer. Pourtant, la jeune femme sentait au plus profond d'elle-même que quelque chose de sombre était en train de se tramer. Installée dans son propre appartement avec son fils, Alexandra tentait de reconstruire une vie normale malgré les menaces latentes des Pezik. Mais un jour, un événement particulier a renforcé ses craintes. La jeune femme a reçu un colis inattendu par la poste, un livre de poche. En le déballant, elle a découvert qu'il s'agissait de The Death of Cindy James, écrit par Neil Hall. Intriguée mais méfiante, elle a commencé à parcourir ses pages. Pour ceux qui ne connaissent pas cette affaire, Cindy James était une femme canadienne qui avait signalé être victime de harcèlement et de menaces constantes. Bien qu'elle se soit rendue plusieurs fois à la police, ses plaintes n'ont jamais été prises au sérieux. En fin de compte, Cindy est morte dans des circonstances mystérieuses. Sa mort a été officiellement déclarée comme un suicide, mais de nombreuses théories suggèrent qu'elle aurait été assassinée par son harceleur. Le cas de Cindy reste à ce jour, en 2024, non résolu, mais son histoire est devenue un symbole tragique de la négligence des autorités face aux victimes de harcèlement. Ce qui rendait cet envoi encore plus sinistre, c'étaient les nombreuses annotations sur le texte. Plusieurs passages détaillant les terreurs vécues par Cindy avant sa mort avaient été soulignés ou mis en évidence. Le message derrière ce geste ne pouvait pas être plus clair. Celui ou celle qui avait envoyé ce livre voulait qu'Alexandra lise attentivement, qu'elle comprenne l'horreur que Cindy avait vécue et, implicitement, qu'elle s'attende à subir un sort similaire. La réception de ce livre a marqué un tournant pour Alexandra. Elle n'avait plus aucun doute. Quelqu'un cherchait à l'intimider et ce n'était pas une coïncidence. Alexandra vivait désormais dans un état constant d'alerte. Cette dernière veillait sur Brandon comme un faucon, vérifiant régulièrement les serrures de son appartement et évitant de sortir seule après la tombée de la nuit. Malgré ses craintes, la police n'a pas réagi à la réception de ce livre. Les officiers, bien que courtois, semblaient toujours autant sceptiques. Pour eux, il n'y avait pas de preuve tangible qu'Alexandra était réellement en danger. Peut-être que quelqu'un lui avait envoyé ce livre par simple coïncidence, ont-ils suggéré, mais Alexandra savait que ce n'était clairement pas le cas. Son intuition lui disait qu'elle était surveillée et qu'un danger bien réel planait au-dessus de sa tête. Alors, Alexandra était-elle simplement paranoïaque, comme le pensaient certains, ou bien était-elle la cible d'un plan sinistre orchestré par ceux qui lui en voulaient? Quelques jours après avoir reçu le livre inquiétant, Alexandra passait un moment tranquille avec une amie dans son salon. Cette dernière était en train de nourrir Brandon qui buvait son biberon, tandis qu'Alexandra se détendait à ses côtés. Tout à coup, un bruit d'éclat a brisé le silence. Les deux femmes se sont précipitées vers la fenêtre et ce qu'ils ont vu a instantanément glacé leur sang. La pelouse d'Alexandra était en flammes. Le plus terrifiant, c'est que la scène était étrangement similaire à un passage du livre qu'Alexandra avait reçu, un passage où l'auteur décrivait des événements tragiques parmi lesquels un incendie se déclarait soudainement dans une maison. C'est un signe évident que quelqu'un ou quelque chose connaissait ses moindres faits et gestes. Et ce n'était malheureusement que le début. Après cet incident, les événements étranges se sont multipliés. Un jour, alors qu'elle se trouvait chez sa mère, elles ont reçu un appel téléphonique. Lorsque la mère d'Alexandra a décroché, une voix inconnue lui a lancé, d'une manière calme et glaciale, « Vos cercueils sont déjà préparés ». Ce genre de menace directe, tout comme les précédentes, a profondément bouleversé Alexandra, qui sentait que la situation échappait à tout contrôle. Elle avait aussi remarqué une voiture blanche qui semblait la suivre systématiquement partout où elle allait. Un jour, alors qu'elle conduisait en direction de chez sa mère,
Elle aperçut à nouveau cette voiture qui la suivait de près, insidieusement. Lorsqu'elle a tourné dans l'allée de sa mère, elle s'est garée rapidement et a sauté hors de sa voiture. Mais la voiture blanche suivait toujours. L'homme à son bord a brusquement stoppé juste derrière elle et sorti du véhicule en courant, une arme à feu à la main. Alexandra n'a eu que le temps de se précipiter vers la maison de sa mère. Heureusement, l'homme apparemment maladroit a trébuché et est tombé au sol. Ceci lui a donné juste assez de temps pour se réfugier à l'intérieur, complètement terrifié. La police est rapidement arrivée sur place, mais l'homme, vous en doutez, avait déjà disparu. Bien que la scène soit clairement liée à une tentative de violence, aucune preuve concrète ne permettait de relier cet incident à Jelka ou même à un autre membre de sa famille. Alexandra était persuadée que c'était sa belle-mère qui tirait les ficelles de cette campagne de terreur, mais les autorités ne pouvaient rien prouver. Face à l'inefficacité de la police, Alexandra a pris une décision radicale. Elle a engagé un détective privé, Ozzy Caban, espérant qu'il pourrait enfin mettre un terme à cette obsession menaçante. Le détective s'est mis immédiatement au travail. Il a commencé par enquêter sur la voiture blanche qu'Alexandra suspectait de la suivre. Elle lui a donné la marque, le modèle et même le numéro de plaque d'immatriculation qu'elle avait pu relever, dans l'espoir que ces informations puissent l'aider à retrouver la trace de l'individu derrière ces menaces. Mais avant que le détective puisse avancer dans son enquête, tout a basculé le 5 août 1992. Ce jour-là, après une longue journée de travail, Alexandra s'est retrouvée une fois de plus dans une situation angoissante. Elle avait l'impression que le monde entier était contre elle. Elle n'aimait pas être seule et avait même commencé à demander à ses proches de la suivre ou de la rejoindre partout où elle allait. Ce soir-là, elle avait proposé à son amie Bernice de la raccompagner chez elle après le travail. En arrivant à sa voiture, Alexandra est montée côté conducteur tandis que Bernice s'est installée à côté d'elle sur le siège passager. Au moment où son amie bâillait et se préparait à poser son sac de sport entre ses pieds, un bruit de détonation a éclaté, suivi d'un autre coup de feu. Instinctivement, Bernice a tourné la tête vers Alexandra, juste à temps pour voir la silhouette de son amie s'effondrer sur le volant. La panique s'est emparée d'elle alors qu'elle voyait Alexandra tomber latéralement hors de la voiture, complètement inconsciente. Puis, un cri strident de pneus déchirant la nuit s'est fait entendre, suivi par le bruit d'une voiture qui s'est éloignée rapidement. Bernice, terrifiée, a tenté de secouer Alexandra, mais elle savait déjà qu'il était trop tard. Cette dernière était gravement blessée. Bernice s'est précipitée vers la police et a alerté les secours. Mais quand les forces de l'ordre sont arrivées sur les lieux, l'agresseur était déjà bien loin. Alexandra, bien que toujours en vie, était dans un état critique, victime d'une attaque violente qu'elle avait redoutée pendant des mois, et surtout qu'elle avait prévenu, que ce soit à sa famille, ses amis ou les autorités, que cette dernière arriverait tôt ou tard. Et cette fois, il n'y avait plus de doute possible. Quelqu'un voulait vraiment la voir morte. Après que Bernice ait vu Alexandra s'effondrer, saignant abondamment des blessures par balle à la tête, elle n'a pas perdu de temps. Paniquée mais déterminée, elle a couru vers le cabinet dentaire voisin pour appeler immédiatement le 911. En quelques minutes, les ambulanciers sont arrivés sur les lieux et ont transporté Alexandra à l'hôpital. Mais malgré les efforts des médecins, la jeune femme n'a jamais repris connaissance. À seulement 25 ans, elle a été déclarée morte, laissant derrière elle un enfant et un monde de mystères non résolus. Lorsque la police est arrivée sur la scène du crime, elle a découvert rapidement 4 impacts de balles à l'avant de la voiture d'Alexandra, 2 d'entre elles ayant pénétré dans sa tête. La scène était macabre et parlait d'elle-même. Une fusillade ciblée, froide et déterminée. À l'intérieur de la voiture, les enquêteurs ont trouvé une vieille facture de téléphone dans la console centrale portant un numéro de plaque d'immatriculation. Bien que cet indice soit intriguant, il n'avait pas encore le lien direct avec l'assassinat. L'emplacement du crime était une zone résidentielle très fréquentée, ce qui signifiait qu'il y avait de nombreux témoins potentiels. Un témoin en particulier s'est distingué en fournissant un détail clé. Il avait vu 2 individus dans un véhicule rouge environ 3 heures avant les coups de feu. Ce qui l'avait frappé, c'était leur apparence. Des casquettes de baseball, des lunettes de soleil et des couvre-visages, rendant leur identité difficile à discerner. Le témoin a décrit au mieux les 2 hommes comme étant des hommes blancs et ayant les cheveux noirs. Un autre témoin
ayant observé de plus près, a rapporté avoir vu un homme se pencher hors de la voiture rouge, qu'il pensait être une Camaro, et tirer 6 balles en direction d'Alexandra avant que le véhicule ne prenne la fuite. Ce témoin a réussi à noter le numéro de plaque d'immatriculation du véhicule qui ne correspondait pas à celui figurant sur la facture de téléphone retrouvée dans la voiture d'Alexandra. Toutefois, il s'est avéré que la plaque correspondait à une Camaro rouge qui avait été volée quelques jours plus tôt. Bien que l'indice ne soit pas encore suffisant pour résoudre l'affaire, il offrait enfin quelque chose de concret sur lequel la police pouvait enquêter. Les enquêteurs avaient désormais un certain nombre d'éléments qui semblaient désigner une fusillade ciblée. Alexandra était la seule victime. Il n'y avait eu aucun vol et le véhicule utilisé pour l'attaque avait été volé spécifiquement pour cet acte. La police a commencé à interroger les proches d'Alexandra et un nom a refait surface à plusieurs reprises. Celui de son ex-mari, Joe Pesek. Le divorce difficile et la bataille pour la garde de leur enfant avaient laissé de nombreuses tensions entre eux, ce qui donnait à Joe un mobile potentiel. Lors de l'interrogatoire de ce dernier, les policiers ont noté immédiatement une réaction étrange de sa part. Il semblait particulièrement calme, presque détaché, malgré la tragédie qui venait de frapper sa famille. Il ne semblait pas affecté par la mort de son ex-femme, ni par la perte de la mère de son fils. Cette absence d'émotion a alors éveillé les soupçons des enquêteurs. Néanmoins, Joe avait un alibi. Il affirmait qu'il était à la piscine avec leur fils au moment de la fusillade. Immédiatement, il a donné un reçu avec l'heure de son entrée dans la piscine comme preuve de sa présence. Cet alibi semblait trop parfait pour être vrai, ce qui a commencé à intriguer encore plus les enquêteurs. Bien que Joe ait apparemment, c'est vrai, un alibi solide, les policiers n'étaient clairement pas convaincus et ont décidé de poursuivre leur enquête. Leur suspicion grandissait à mesure qu'ils creusaient plus profondément dans son passé et ses relations. Rien, aucune piste ne pouvait être écartée. Surtout lorsque l'on savait à quel point la situation autour du divorce et de la garde du bébé avait été tendue et conflictuelle. Les amis d'Alexandra ont veillé à ce que la police soit informée de tous les éléments relatifs à sa conviction qu'elle était suivie. Ils ont également mentionné le livre de True Crime qu'Alexandra avait reçu et qui semblait si étrangement lié à son propre calvaire, ainsi que l'accident du feu sur sa pelouse qui avait été précédé par des événements similaires à ceux décrits dans le fameux livre. De plus, ils ont souligné que cette dernière avait engagé un détective privé, Audie Caban, pour enquêter sur ses soupçons. Avant même que la police n'ait pu prendre l'initiative, Audie a pris lui-même l'initiative de les contacter directement pour partager ses conclusions après l'assassinat de sa cliente. Dans ce rapport, ce dernier a expliqué que le 5 août, le jour de la fusillade, il avait suivi Joe. À 17h, il avait observé ce dernier prendre son fils, Brandon, et l'emmener dans une piscine locale. Ce détail confirmait alors l'alibi de Joe, prouvant qu'il n'était pas présent sur les lieux du crime au moment où Alexandra avait été tuée. Mais Audie ne s'était pas arrêté là. Il avait également suivi Jelka, la mère de Joe, ce même jour. Il l'avait vue à l'extérieur d'un atelier de réparation à 18h, l'heure à laquelle la fusillade avait eu lieu. Cela prouvait que ni Joe ni Jelka n'étaient directement impliqués dans l'attaque. Malgré l'absence de preuves directes contre eux, la police a décidé de bannir une surveillance discrète sur ces deux personnes pour explorer d'éventuels liens suspects. Parallèlement, Audie fournissait à la police un autre élément crucial: le numéro de plaque d'immatriculation de la voiture blanche qu'Alexandra pensait la suivre. Ce numéro correspondait à celui inscrit sur une facture trouvée dans la voiture d'Alexandra après sa mort. Lorsqu'ils ont effectué une recherche, ils ont découvert que cette voiture appartenait à un certain Milan Nenadic, un ami de la famille d'Alexandra et de Joe. Bien que Milan n'ait pas de casier judiciaire important, cela suffisait à éveiller les soupçons sur son rôle potentiel dans l'affaire. Et quelques jours plus tard, un développement majeur est survenu. La Camaro rouge, volée quelques jours avant la fusillade et identifiée par les témoins, a été retrouvée abandonnée près d'un McDonald's local. Plusieurs employés de l'établissement avaient vu la voiture abandonnée en temps réel et l'avaient observée en train d'accélérer avant que deux hommes en sortent et montent dans une voiture blanche en attente. Ce qui semblait être une coïncidence inquiétante était que la voiture blanche correspondait exactement à celle de Milan, la voiture qu'Alexandra avait soupçonné de la suivre. À l'intérieur de la Camaro rouge, la police a fait une découverte surprenante. Ils ont trouvé une empreinte de paume, une empreinte digitale sur la plaque d'immatriculation et des cheveux sur le siège passager,
une grave erreur de la part des criminels. Après avoir comparé les empreintes, elles ont été identifiées comme appartenant à un homme nommé Lorenz Delorme, un voleur de voitures notoire. Ceci suggérait qu'il avait probablement été le conducteur de la Camaro rouge et peut-être même l'un des individus impliqués dans la fusillade. La police, désormais en possession de ces informations cruciales, a décidé de mettre Milan et Lorenz sur surveillance afin de découvrir s'il existait, pourquoi pas, un lien entre les deux hommes et d'autres éléments de l'enquête. Dans l'après-midi du 10 août, soit 5 jours après le terrible drame qui s'est déroulé, la police sous couverture a repéré Milan entrant dans la maison familiale des Pezic. Peu de temps après son arrivée, Jelka, la mère de Joe, a été vue quittant la maison et se diriger vers un centre commercial proche. La police a ensuite observé Milan qui s'est installé discrètement à l'arrière de la voiture de Jelka, se cachant de manière à ne pas être vu. Une fois arrivé au centre commercial, ils se sont séparés pour un moment avant de se retrouver à nouveau à la voiture. Milan a repris sa cachette dans la banquette arrière, tandis que Jelka le ramenait chez elle. C'est à ce moment-là que la police a décidé de passer à l'action. Dès que la voiture s'est arrêtée dans l'allée de la maison de Jelka, ils ont foncé et arrêté Milan. Lors de la fouille, ils ont mis la main sur 30 000 $ en espèces, tout en billets de 100 $. Cette découverte était plus que suspecte. Milan a été arrêté pour le meurtre d'Alexandra, l'argent semblant suggérer qu'il avait été payé pour accomplir ce crime. Lorsqu'ils ont fouillé la maison de ce dernier, la police a fait une autre découverte choquante. Une arme de poing cachée dans un sac de whisky, accompagnée d'une boîte d'obus dont 6 balles étaient manquantes. L'arme correspondait parfaitement à celle utilisée pour tuer Alexandra. Pourtant, avant de tirer des conclusions hâtives, Milan a nié être le tueur et a accusé un autre homme, David Sejoviano. Il a pointé ce dernier comme étant celui qui a appuyé sur la gâchette. La police a alors cherché à en savoir plus sur David et a interrogé sa petite amie, qui a admis que ce dernier s'était comporté de manière étrange ces derniers jours et qu'il avait même coupé ses cheveux. Elle a accepté de laisser la police écouter ses conversations téléphoniques et cette décision s'est avérée payante. Lors d'un appel, David a avoué finalement à sa petite amie qu'il avait bel et bien tiré sur Alexandra, précisant que Lorenz Delorme avait conduit la Camaro rouge et que Milan Nenadic avait agi en tant que conducteur pour l'évasion dans la voiture blanche. Mais la révélation la plus stupéfiante a résidé dans le fait que David a accusé Jelka Pezic d'être l'instigatrice de l'assassinat. Selon lui, Jelka nourrissait une haine profonde pour Alexandra et avait orchestré sa mort. Elle lui aurait envoyé le livre pour semer la terreur chez Alexandra, mis le feu à l'arbre de son jardin et finalement engagé les hommes pour tuer son ex-belle-fille en plein jour. La pièce du puzzle s'est complétée grâce à l'intervention d'une amie de Jelka qui, après avoir entendu plusieurs confidences inquiétantes, a contacté la police. Elle a expliqué qu'un jour, en visitant Jelka, cette dernière avait brusquement proposé une promenade. Alors qu'elle passait devant la maison d'Alexandra, Jelka aurait mis le feu à l'arbre dans la cour avant de la maison. Choquée, l'amie a raconté que Jelka avait une obsession pour le livre de Cindy James et dès qu'elle a appris qu'Alexandra avait reçu une copie, elle avait immédiatement suspecté que Jelka était derrière cette série d'événements inquiétants. Poussée par son intuition, l'amie a révélé également avoir vu Milan Pezic quelques jours avant le meurtre, renforçant une fois de plus ses soupçons que Jelka avait orchestré tout cela de manière préméditée. En 1993, les 3 hommes impliqués dans la fusillade, ainsi que Jelka Pezic, ont tous été jugés pour le meurtre d'Alexandra. Tous ont été reconnus coupables et condamnés à la peine maximale pour meurtre premier degré au Canada, soit 25 ans de prison sans possibilité de libération conditionnelle. Leur destin était scellé, mais cela n'apportait aucune consolation à ceux qui avaient perdu une personne précieuse. La famille d'Alexandra et son entourage cherchaient encore à comprendre comment une telle tragédie avait pu se produire. Quant à Joe, l'ex-mari d'Alexandra et fils de celle qui avait initié le meurtre de son ex-femme, aucune accusation n'a été portée contre lui. La police n'a pas pu trouver de preuves tangibles pour le relier au crime, bien que des doutes subsistent encore. Les enquêteurs et la famille d'Alexandra se sont toujours interrogés sur ce qu'ils savaient réellement. Était-il simplement un père déconnecté ou un homme plus impliqué qu'il n'avait voulu l'admettre? Malgré l'absence de charges,
les soupçons sur son rôle dans cette tragédie persistaient. En ce qui concerne la garde du petit Brandon, l'enfant d'Alexandra, elle a totalement été confiée à la mère de cette dernière. Cette décision s'est avérée judicieuse étant donné l'influence toxique de la famille Pezic. C'était probablement d'ailleurs ce que Alexandra aurait voulu, s'il avait su que sa vie serait écourtée si brutalement. Bien que Joe ait combattu pour obtenir la garde de Brandon lors de leur divorce, il s'est éloigné progressivement de son fils. Il n'a jamais rempli ses obligations de pension alimentaire, laissant la famille d'Alexandra se charger de l'élever, offrant ainsi un foyer stable et aimant. C'est à eux qu'il devait sa stabilité, même si ce n'était pas ce qu'Alexandra avait rêvé pour lui. En 2008, Jelka Pezic a tenté de demander une libération anticipée, mais sa demande a heureusement été rejetée. Peu de sympathie existait pour elle, une femme qui avait orchestré la mort de sa belle-fille simplement parce qu'elle se sentait trahie par le divorce de son fils. Le tribunal a souligné en plus de ça la froideur et le calcul de ses actes. Ainsi, la possibilité de libération conditionnelle fut écartée. La justice, bien que très lente, s'était assurée que ses actions ne resteraient pas impunies. La famille d'Alexandra ne s'est pas contentée de la condamnation pénale. Elle a également intenté un procès pour mort injustifiée contre Jelka Pezic. Le règlement final s'est élevé à 350 000 $, une somme destinée à financer l'éducation de Brandon, le reste étant mis de côté comme héritage pour lui. Le jour de son 19e anniversaire, en 2008, Brandon a reçu le montant total de cette somme, une forme de justice bien que modeste pour la tragédie qu'il avait vécue. Cela ne pouvait jamais ramener sa mère, mais c'était une reconnaissance de la souffrance qu'il avait endurée. C'est donc tout pour l'affaire d'Alexandra Pezic et j'espère que cette affaire était encore inconnue pour vous. Personnellement, je trouve cette dernière complètement folle et je trouve ça ahurissant comment Jelka Pezic a pu se comporter envers sa belle-fille. D'une part, dès le départ, commencer à s'immiscer autant dans leur couple, dans leur mariage, dans leur vie de famille, c'était beaucoup trop. Il n'y a clairement pas à envahir autant la vie de couple de son enfant. Quand bien même on aime ses enfants, on ne fait pas des enfants pour soi, on fait des enfants pour qu'ils soient heureux et au bout d'un moment, il faut les laisser faire leur vie. Elle n'avait pas à interférer autant dans leur relation, ni dans leur choix, que ce soit par rapport à la maison ou encore par rapport à leur enfant. Alexandra, dès le départ, avait vu les red flags concernant cette femme. Elle est restée par amour parce qu'elle était folle amoureuse de Joe. Mais je pense que si elle avait su, elle aurait dès le départ, dès les premiers red flags, pris ses jambes à son cou et serait partie. Quand bien même elle aimait Joe, eh bien des amours, elle en aurait connu d'autres. Et là, malheureusement, elle n'a pas pu connaître d'autres amours. Elle a seulement connu la peur et l'effroi pendant ces derniers mois avant de succomber brutalement à des coups de feu orchestrés par une femme dont elle se méfiait dès le départ. N'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette affaire dans les commentaires. Aspen Lewis était une jeune femme de 24 ans dont la personnalité rayonnait auprès de tous ceux qui la connaissaient. Une mère aimante d'un petit garçon nommé Remington, elle partageait sur les réseaux sociaux des moments intimes de sa vie, souvent empreints de joie et de fierté pour son rôle de mère. Pourtant, à la fin du mois de novembre, cette vie a été brutalement interrompue dans des circonstances terrifiantes qui ont bouleversé à jamais la petite ville paisible d'Exeter dans le Missouri. Tout commence le 25 novembre lorsque son petit ami, Aaron Malone, contacte les autorités locales pour signaler la disparition d'Aspen. Son appel était plein de panique. Il affirmait qu'elle avait peut-être été enlevée. Il expliqua que la dernière fois qu'il l'avait vue, c'était tôt dans la matinée, chez elle. Cependant, les premières constatations des enquêteurs ont rapidement soulevé des incohérences dans son récit. En effet, devant la maison d'Aspen, des indices inquiétants ont été découverts. Des bijoux brisés étaient éparpillés près de son camion, comme si une bagarre avait eu lieu. Pire encore, une large tache sombre sur la route, identifiée plus tard comme du sang humain, laissait présager un drame bien plus grave qu'une simple disparition. Malgré son comportement initial coopératif, les déclarations d'Aaron n'ont pas tardé à éveiller les soupçons des enquêteurs. Il a fourni un témoignage écrit et a accepté plusieurs interrogatoires.
Mais au fur et à mesure que l'enquête progresse, les preuves s'accumulent contre lui, notamment les images de caméras de surveillance à proximité qui ont joué un rôle clé dans cette affaire. Elles montraient le camion de Aaron Malone arrivant devant chez Aspen dans la nuit du 24 novembre. Peu de temps après, des cris sont entendus, puis le véhicule repart, avant de revenir quelques heures plus tard vers 4 heures du matin. Vous allez me dire que c'est suspect. C'est à ce moment qu'il a contacté les secours pour signaler la disparition de sa petite amie. Confronté à des preuves accablantes, Aaron Malone a fini par avouer. Lors d'une altercation violente, Aspen avait subi un grave traumatisme crânien. Dans un effort désespéré pour cacher son acte, il a donc transformé son corps, sans vie, dans une zone boisée. Et ensuite, il y a amené les autorités. Ce lieu est devenu le théâtre d'une tragédie insoutenable pour les proches et les amis d'Aspen. Aaron a été arrêté et accusé de meurtre au 2e degré, ainsi que de manipulation de preuves et d'abandon de cadavres. Selon les experts juridiques, le chef d'accusation de meurtre au 2e degré suggère que les procureurs estiment que cet acte n'était donc pas prémédité, mais que les violences infligées à Aspen ont directement causé sa mort. En d'autres termes, l'altercation entre les deux a causé sa mort, mais ce n'est pas ce que Aaron aurait voulu, selon la justice. Cette affaire soulève des questions poignantes. Comment une relation censée être basée sur l'amour peut-elle se transformer en un tel cauchemar ? Quels signaux d'alerte ont été manqués avant qu'il ne soit trop tard ? Pour la petite ville d'Exeter, la perte d'Aspen est un rappel douloureux des tragédies souvent silencieuses de la violence domestique. Alors que les procédures judiciaires suivent leur cours, la famille d'Aspen doit faire face à une douleur indicible. Son sourire, son amour pour son fils, ses projets d'avenir, tout ça a été fauché dans un moment de brutalité inexplicable. Plus qu'un simple fait divers, son histoire est un appel à briser le silence qui entoure la violence conjugale, pour que l'héritage d'Aspen ne se résume pas à une fin tragique, mais devienne un catalyseur de changement. La mort de Madame Levis, victime d'un acte de violence impensable, est un rappel des dangers cachés derrière des relations qui semblent banales en apparence. L'arrestation de son petit ami, Aaron, permet donc d'apporter une partie de la vérité, mais le souvenir d'Aspen continue de hanter sa famille, et aussi toute la ville. En fait, son histoire incite à une vigilance face à la violence domestique, un problème qu'on ne voit pas et qui apparaît uniquement quand c'est trop tard. Sa mémoire perdue est un appel désespéré pour mettre fin à ce fléau. Pour la deuxième histoire, je vous parle de la mort de Jesse Weber Elliott Eastman. Peut-être que vous en avez entendu parler, il s'agit d'un YouTuber américain de 26 ans, originaire du Vermont. L'histoire de ce jeune homme, un aventurier qui avait déménagé aux Philippines afin de documenter sa nouvelle vie, a malheureusement pris une tournure très sombre et brutale. Selon la police locale, Jesse a été enlevé et tué par un groupe d'hommes dans une région du sud des Philippines, une zone connue pour des risques d'enlèvement. Il était arrivé au mois de mai dernier avant sa mort et il avait épousé une femme philippine, Kisha, avec laquelle il avait commencé une nouvelle vie à Sabuco, une ville côtière pittoresque. Le couple travaillait sur l'ouverture d'une petite épicerie tout en continuant de partager leur quotidien à travers des vidéos sur YouTube et sur Facebook. Ils étaient très sincères et très authentiques dans leur contenu. Ils avaient donc conquis un public croissant qui suivait leurs aventures avec un grand intérêt. Malgré l'enthousiasme apparent des vidéos, Jesse Eastman avait souvent exprimé des préoccupations sur la sécurité dans la région. Les Philippines, c'est un endroit qui est magnifique, mais qui présente aussi des zones où le crime, notamment les enlèvements, reste un danger constant. Ces inquiétudes se sont accrues après que leur magasin a été cambriolé, un vol modeste d'environ 300 pesos, mais suffisant pour accentuer le malaise qu'il avait. Les mois passent et au mois d'août, des tensions familiales qui impliquent la sœur de Kisha ont ajouté une couche de stress à sa vie. Ce n'étaient plus seulement les défis externes qui l'affectaient. Au fil des mois, ces diffusions en direct ont révélé un homme de plus en plus isolé, incertain de son rôle par rapport à où il vivait. Le mois d'après, en septembre, son contenu reflète un nouveau sentiment, un sentiment croissant d'aliénation et de détresse. Le 17 octobre, lorsque ce sera sa dernière vidéo,
Eastman était visiblement troublé. Peu après, des hommes prétendant être des policiers s'introduisent chez lui. Selon les témoins, ils l'ont enlevé et malgré une tentative de fuite désespérée, il a été abattu avant d'être emmené par bateau. Les rapports qui ont été faits indiquent qu'il a été mortellement blessé et que son corps aurait été jeté en mer, bien que ses restes n'étaient pas encore retrouvés. Cette affaire a suscité une collaboration entre les autorités philippines et le FBI, avec plusieurs arrestations effectuées. Cependant, les circonstances exactes de son décès demeurent floues, alimentant les spéculations et la douleur de ses proches. La mort de Jesse Eastman est un rappel poignant des risques auxquels sont confrontés les expatriés dans des régions marquées par l'instabilité et le crime. En fait, ce qui avait commencé comme un beau projet d'aventure et de découverte qu'il voulait en plus partager avec sa communauté s'est terminé dans la violence, laissant derrière lui une veuve et une famille endeuillée, mais aussi une communauté en deuil. Pour les abonnés, Jesse n'était pas simplement un créateur de contenu, c'était un symbole de courage et de rêve. Son histoire est tragique et elle met en lumière les complexités de la vie à l'étranger et les dangers parfois invisibles qui nous guettent, mais en sa mémoire, sa communauté espère que sa tragédie sensibilisera aux risques encourus par ceux qui choisissent de vivre leurs rêves dans des environnements imprévisibles. Le meurtre de Jesse Verber Elliott Eastman met en lumière les dangers auxquels les étrangers peuvent être confrontés. Mais c'est vrai que c'est surtout dans des régions instables où l'enlèvement, la violence, le trafic sont des menaces réelles. L'histoire de sa disparition et de sa fin tragique rappelle la vulnérabilité de tout un chacun. Les autorités poursuivent leur enquête et la famille d'Eastman espère trouver justice et comprendre pourquoi cet homme plein de promesses a perdu la vie de manière aussi brutale. Pour la troisième histoire, on est sur une histoire qui semble littéralement toute droite sortie d'un film d'horreur. C'est une histoire qui secoue les âmes. J'espère que vous êtes prêts. L'affaire tragique de Shannon Graves, une jeune femme de 27 ans, révèle une réalité sinistre et dévastatrice que l'on ne pourrait vraiment pas imaginer. Son histoire est une chaîne continue de douleurs, de secrets inavoués et d'un acte odieux qui a mis fin à sa vie de la manière la plus impensable. On est au mois d'octobre 2024. Un corps est retrouvé dans des circonstances horribles et met en lumière une série d'événements sombres qui met un terme à la vie de Shannon, de manière très froide, laissant sa famille et ses proches dans un tourment sans fin. Shannon n'était pas quelqu'un qui était étrangère aux défis de la vie. Son enfance et son adolescence avaient été marquées par l'instabilité et c'est sa demi-sœur, Debbie DePaul, qui l'avait en grande partie élevée, la soutenant alors qu'elle traversait des périodes extrêmement difficiles. En fait, Debbie avait pris Shannon sous son aile, elle l'avait aidée à se relever après chaque chute et elle était devenue pour elle une figure maternelle. Pourtant, malgré les épreuves, Shannon avait réussi à surmonter plusieurs obstacles. Après des années de difficultés, elle semblait enfin trouver un peu de stabilité dans sa vie. Elle s'était inscrite à l'école de cosmétologie, elle cherchait à bâtir une carrière et à refaire surface après ces périodes sombres. Mais au début de l'année 2017, Shannon disparaît, sans laisser de traces. Elle plonge Debbie et sa famille dans l'angoisse. Les jours, puis les semaines passent et on n'a aucune nouvelle d'elle. Shannon avait tout d'un coup disparu du radar et la famille, dévastée, commençait à craindre le pire. Un rapport de disparition est déposé, mais il n'apporte aucune réponse tangible. Seulement des spéculations et une angoisse croissante. Au fil des mois, des signes inquiétants commencent à émerger, suggérant que la disparition de Shannon n'était pas aussi simple qu'un départ volontaire. En fait, on avait des témoignages contradictoires d'amis et des traces sur son téléphone portable qui faisaient poser beaucoup de questions. Il a paru que Shannon, malgré ses efforts pour tourner la page et reconstruire sa vie, avait été impliquée dans un mode de vie à haut risque. Avant de disparaître, elle avait eu des liens avec des cercles douteux, notamment en travaillant comme une danseuse exotique dans des clubs peu recommandables. Alors attention, je ne parle pas du fait qu'elle était danseuse qui était peu recommandable, c'était les lieux où elle exerçait. Ces révélations ont jeté une nouvelle lumière sur son passé, un passé qu'elle avait certainement voulu laisser derrière elle. Mais il semble que ce passé n'avait pas l'intention de la laisser partir. Peu de temps avant sa disparition, un homme au nom d'Arturo Novoa, un ancien petit ami de Shannon au passé criminel, est réapparu dans sa vie. Les autorités ont commencé à soupçonner que son retour ne pourrait pas être une simple coïncidence.
Arturo, avec sa petite amie de l'époque, Katrina Layton, se trouvait désormais au milieu de cette affaire. Il avait acheté de l'acide sulfurique, apparemment dans le but de détruire le corps de Shannon. Mais le plan a échoué en raison de la mauvaise qualité de son acide. Ce détail a laissé les enquêteurs perplexes et a mis encore plus en lumière les intentions violentes et délibérées d'Arturo et Katrina. On revient au mois d'octobre 2024. Le 21, l'enquête prend une tournure dramatique. Les autorités font une découverte terrifiante. Donc des années après, le corps de Shannon, enveloppé dans des sacs poubelles noirs, a été trouvé dans un congélateur. La confirmation de son identité, elle n'a pas du tout tardé, parce qu'on avait un tatouage distinctif trouvé sur l'une des jambes du corps, qui était la clé qui a permis de relier le corps retrouvé à l'identité de Shannon. C'était une confirmation dévastatrice pour sa famille, qui n'avait pas cessé d'espérer qu'elle puisse encore être retrouvée vivante. Mais les pires craintes étaient maintenant la réalité, une triste réalité. L'enquête révèle des détails sordides et les enquêteurs ont commencé à assembler toutes les pièces du puzzle macabre. Arturo et Katrina étaient au cœur de ce crime. Ils avaient non seulement pris à part à l'assassinat de Shannon, mais aussi à la tentative de dissimulation de ses restes. Arturo en particulier se révéla être l'un des principaux coupables, avec un passif criminel lourd et une implication évidente dans le meurtre. Au fur et à mesure que l'enquête avance, Katrina Layton décide de plaider coupable. Elle accepte de témoigner contre Arturo en échange d'une peine réduite. Tout est bon pour sauver sa peau. Son témoignage joue un rôle crucial dans la condamnation d'Arturo. Il a été reconnu coupable et condamné à 43 ans de prison pour son rôle dans le meurtre. Katrina, quant à elle, elle a été condamnée à 18 ans pour son implication dans la falsification de preuves et l'abus de cadavres. Une peine moins sévère, mais qui ne pouvait pas effacer le mal qu'elle avait contribué à infliger. Cependant, un troisième complice, Andrew Herman, qui avait aidé à éliminer le corps de Shannon, a aussi été arrêté et a plaidé coupable à des accusations moindres et dans son cas, il a été condamné à 12 ans de prison. Malgré la conclusion juridique de l'affaire, la famille de Shannon n'a pas cessé de se poser des questions. Pourquoi est-ce qu'elle a été tuée de manière aussi brutale et effroyable? Est-ce que Katrina, qui a joué un rôle dans le crime, a agi de manière volontaire ou sous la pression d'Arturo? Et pourquoi Shannon, qui semblait enfin prendre un nouveau départ, a-t-elle été brutalement arrachée à la vie? Pour Debbie, sa demi-sœur, il n'y a aucune peine ou punition qui puisse réparer la douleur d'une perte aussi tragique. Rien ne pourra jamais remplacer Shannon. Et même la justice ne fait que soulager une fraction de la douleur. Dans un geste empreint de tendresse, Debbie a pris sous son aile le chien de Shannon. Ce chien qui avait été un compagnon fidèle pour elle est désormais un rappel vivant de sa sœur bien-aimée. Chaque regard vers ce chien, Molly, ravive les souvenirs d'une jeune femme qui, malgré les luttes, méritait une vie pleine de bonheur et de paix. L'histoire de Shannon Graves n'est pas seulement un crime isolé. C'est un appel à la vigilance face, encore une fois, à la violence domestique, mais aussi à l'abus de pouvoir et à la dissimulation de la vérité. C'est un sombre rappel de la manière dont des vies peuvent être brutalement interrompues par des mains invisibles ou qui agissent dans l'ombre. Cette affaire a mis en lumière des facettes inquiétantes de la société, des aspects sombres de la vie qui peuvent se cacher derrière les portes closes. Mais au-delà de la tragédie, elle est aussi un plaidoyer pour la justice. La mémoire de Shannon doit servir de leçon. On ne doit jamais cesser de chercher la vérité, même lorsque la recherche semble trop douloureuse ou trop difficile. Parce qu'au-delà du crime, il y a des vies brisées, des familles dévastées, et aussi une petite ville qui peut pleurer la perte d'une jeune femme pleine de potentiel. Et pour Debbie, Shannon ne sera jamais oubliée. Elle restera toujours dans son cœur et dans celui de ceux qui l'ont aimée. D'autant plus que, je le dis quand même, mais comme vous l'avez vu, on a eu des années avant la découverte de son corps. Et je trouve que c'est très important à savoir. Comme quoi, il ne faut jamais lâcher les choses. L'affaire de Shannon Graves révèle l'horreur d'un crime brutal, d'une vie volée dans un contexte de complexité familiale et de comportement à risque. Les coupables ont été condamnés, mais les questions demeurent, notamment sur les véritables motivations de ceux impliqués dans ce meurtre. La famille de Shannon continue de lutter pour que justice soit pleinement rendue et pour honorer la mémoire de la jeune femme dans un monde qui semble trop souvent insensible aux souffrances personnelles.
Pour cette dernière affaire, je vous parle d'une tragédie qui frappe sans avoir averti. On a la vie de quelqu'un qui est brutalement arraché et ça laisse derrière une douleur et une incompréhension profonde. Je vous parle de Mercedes Vega, une jeune femme de 22 ans qui a été victime d'une de ces tragédies. Sa vie a été fauchée de manière horrifique en avril 2023 et son histoire soulève des questions poignantes qui continuent de hanter sa famille et aussi toute la ville où elle était. Tout commence lors d'une nuit ordinaire du printemps à Tempe en Arizona. Mercedes, pleine de vie et de rêves, avait quitté son appartement pour sortir et avait quitté son appartement pour une sortie qui semblait aussi banale que toutes les autres. Les caméras de surveillance ont enregistré son départ et ce fut la dernière fois que quelqu'un l'a vue vivante. Quelques heures plus tard, la police a fait une découverte choquante sur la Y10, juste à l'extérieur de Phoenix. Une voiture en feu. À l'intérieur, ils trouvent le corps de Mercedes, brûlé et mutilé de manière indescriptible. Ce qui aurait pu être une soirée normale s'est transformé en cauchemar indescriptible. L'autopsie du corps de Mercedes a révélé l'horreur totale qu'elle avait vécue avant sa mort. Les blessures par balle, le traumatisme crânien, la souffrance causée par l'injection d'eau de javel dans sa gorge, tout ça ont choqué les enquêteurs et les proches. Cependant, c'est la manière dont elle est morte, par inhalation de fumée et brûlure, qui a mis fin à sa vie. C'est-à-dire qu'on l'a violentée d'une manière absolument horrible. Mais ce qui l'a tuée, c'est la brûlure de cette voiture, le fait qu'elle ait pris feu. On est sur un acte de cruauté inimaginable qui a anéanti sa famille, qui les a laissés avec un nombre incalculable de questions sans réponse. Pendant plus d'un an, la famille de Mercedes a été plongée dans l'incertitude, espérant que la justice puisse un jour rendre la lumière sur cette affaire. Mais au fil des mois, l'attente et l'inquiétude se sont intensifiées. Le vide laissé par cette perte a été impossible à combler. L'attente de réponse prit enfin un tournant lorsqu'une percée majeure a été réalisée dans l'affaire. Le bureau du shérif du comté de Maricopa arrête un suspect, Sincere Hayes, âgé de 22 ans, dans le Tennessee, à plus de 2000 km de la scène du crime. Hayes fait maintenant face à des accusations de meurtre au premier degré et attend son extradition vers l'Arizona. Cette arrestation a ravivé un peu d'espoir dans le cœur de la famille de Mercedes, mais la douleur de la perte reste incommensurable. Il faut savoir que cet homme n'est pas inconnu du système judiciaire. Son passé est marqué par des accusations de conduite en état d'ivresse, de conduite imprudente et de possession illégale d'armes à feu. Ces accusations antérieures, qui avaient été rejetées pour des raisons procédurales en Alabama, révèlent des failles dans un système qui semble parfois laisser passer des signes d'alarme. Le motif derrière le meurtre de Mercedes reste flou, et les enquêteurs poursuivent leurs recherches pour comprendre ce qui a poussé Hayes à commettre ce crime. Un autre nom a émergé dans cette affaire, Koo-Yoo Young. Mercedes l'avait précédemment identifié dans une affaire de vol à main armée, qui avait ciblé des travailleuses de club comme elle. Bien que M. Young portait un moniteur de cheville au moment de la découverte du corps, son lien avec Hayes et son rôle potentiel dans le meurtre continuent de soulever les questions. Les enquêteurs n'ont pas encore éclairci ces liens et poursuivent l'enquête pour démêler la vérité. Pour la mère de Mercedes, Erika, et son beau-père, Tom, l'année écoulée a été marquée par l'angoisse et l'incertitude. Ils ont non seulement dû faire face à la perte insupportable de leur fille, mais ont aussi navigué dans un système judiciaire qui semble souvent opaque et distant. À plusieurs reprises, ils ont appris des détails cruciaux sur l'enquête par les médias plutôt que par les autorités. Cette absence de communication a ajouté à leur frustration et à leur douleur, alimentant la détermination à obtenir des réponses et à lutter pour la justice. En attendant la suite des événements juridiques, Erika et Tom s'accrochent à l'espoir que d'autres arrestations peuvent être effectuées et que la vérité puisse sortir. Leur désir de fermer cette affaire reste aussi fort que leur douleur. Pour eux et pour tous ceux qui ont aimé Mercedes, il n'y aura pas de repos tant que justice ne sera pas rendue. Mercedes n'était pas simplement une victime, c'était aussi une fille aimée, une amie dévouée, une personne remplie de vie, très positive, optimiste, et elle était résiliente. D'ailleurs, ses traits de personnalité brillaient en tous ceux qui l'ont connue. Aujourd'hui, sa famille se bat pour que sa mémoire ne soit pas ternie par cette tragédie, mais au contraire qu'elle soit honorée en obtenant justice. Erika, sa mère, a dit « Mercedes était une guerrière. Elle a affronté chaque défi avec force et grâce. Nous lui devons de trouver la justice. »
Le cas de Mercedes Vega est un témoignage déchirant de la fragilité de la vie humaine et des défis que rencontrent les familles endeuillées dans leur quête de réponse. Sa mémoire sert de moteur à la lutte pour la justice et son histoire est un appel à la responsabilité. L'affaire continue de se développer et la famille espère que d'autres arrestations pourront combler les vides et résoudre ce mystère. Mercedes ne sera jamais oubliée. Son histoire, bien que remplie de douleur, représente un plaidoyer pour l'action et un rappel poignant de l'amour durable. Son meurtre a laissé sa famille dans un tourbillon de douleur et de frustration. Après 1 an d'attente, la récente arrestation d'un suspect a redonné de l'espoir. Mais la quête de justice continue. Mercedes, malgré la cruauté de son destin, restera à jamais dans la mémoire comme une jeune femme pleine de vie. Et sa famille s'accroche à l'espoir qu'ils obtiendront enfin des réponses pour que la mémoire de leur fille soit honorée comme elle mérite. Voilà tout le monde pour ces 4 très courtes histoires pour cette vidéo True Crime. J'espère que les histoires ont pu vous intéresser et vous intriguer. J'ai vraiment essayé de prendre des histoires qui sont traitées comme des faits divers et qui ne sont donc pas souvent vues sur les chaînes YouTube True Crime. On est donc sur une vidéo un peu plus courte parce qu'on a vraiment 4 histoires qui vont littéralement straight to the point. Donc n'hésitez pas à me dire si ce genre de vidéo vous intéresse. Ça vous permet également de connaître d'autres histoires. J'ai vraiment essayé en fait de mixer toutes les demandes qu'on a, c'est-à-dire des affaires qui sont hors des États-Unis, des affaires qui sont inédites, qui sont pas forcément vues partout, et aussi des affaires qui sont résolues et irrésolues. J'attends vraiment vos retours dans l'espace commentaire, et encore une fois, n'oubliez pas de me donner tous les noms que vous voulez par rapport à des tueurs en série, des tueuses en série, des histoires connues vraiment complètes, et je pourrais vous écrire ça pour une prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker et vous abonner pour nous soutenir. Je vous souhaite de très belles fêtes. Je sais pas quand cette vidéo sort, j'en filme beaucoup d'avance en ce moment. Et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle affaire horrifique.